rapidement pied en Cilicie, car une énorme action est nécessaire pour assurer la survie nationale des Arméniens. L'organisation fonde d'abord 2 orphelinats et 2 hôpitaux dispensaires pour regrouper et soigner les orphelins. Soucieuse d'intégrer les rapatriés dans l'économie régionale, l'Union accorde des prêts aux familles réinstallées. Elle fournit aussi des outils, des semences et des animaux de labour aux agriculteurs. Au fil des semaines, les Arméniens réapprennent à vivre et à travailler en Cilicie. Le calme relatif qui règne en Cilicie décide l'Union à transférer à Agen les orphelins dont elle s'occupe à Damas. Parmi les 200 enfants, il y a Aram qui a retrouvé le sourire. Mais les larmes ne tarderont pas. Un matin d'avril 1920, Agen est attaqué par les troupes kémalistes. 7000 Arméniens, dont 20 orphelins de l'Union, assurent la défense de la ville encerclée. Profitant d'un bref répit, Aram et une trentaine d'orphelins sont évacués vers l'orphelinat Kélékian de Dörtyöl, où ils sont aussitôt initiés au maniement des armes. Car à Agen, après 6 mois de siège, tous les résistants arméniens et les orphelins de l'Union sont massacrés. La Cilicie est à feu et à sang, et les villes ciliciennes tombent les unes après les autres. Le 20 octobre 1921, la France rétrocède la Cilicie aux autorités turques. Convaincus que les kémalistes les massacreront après le départ des Français, la quasi-totalité des Arméniens s'enfuit vers la Syrie et le Liban. À Paris, où l'Union vient tout juste de déplacer son conseil central, la nouvelle de la rétrocession de la Cilicie est un choc pour les administrateurs de l'organisation. Mais il n'est pas question de baisser les bras. Des dizaines de milliers de réfugiés sont en train d'affluer à Alexandrette, Beyrouth et Alep, après la fermeture de tous les ports de la Méditerranée contrôlés par les Britanniques, qui ont refusé de prendre en charge les Arméniens. À Alexandrette, 12 000 Arméniens de Dörtyöl se retrouvent vite entassés dans 2 camps à la périphérie de la ville. Beyrouth compte aussi 2 camps principaux qui regroupent plus de 10 000 réfugiés. Non loin de là, de nombreuses familles s'abritent dans des grottes et des caves. À Alep, ils sont 13 000 à s'agglutiner dans 3 camps, tandis que plusieurs milliers d'autres logent dans des caravansérails loués par le Haut-Commissariat français. La ville devient bientôt tellement peuplée que les autorités mandataires décident de déplacer une partie des réfugiés dans d'autres villes syriennes et au Liban. Chassés de Cilicie, Aram et tous les orphelins de l'Union à Dörtyöl arrivent à Beyrouth en janvier 1922. Dans leur nouvel établissement de la capitale libanaise, les filles sont initiées à la couture, à la broderie et au tissage. Les garçons, eux, sont envoyés périodiquement à Alep, dans une école d'apprentissage de l'Union. Ils apprennent les métiers de tailleur, cordonnier, menuisier ou chauffeur. Aram est encore trop jeune pour apprendre un métier. Mais la vision quotidienne des camps insalubres de Beyrouth le marque profondément. Un jour, lorsque son professeur lui demande quel métier il aimerait faire plus tard, Aram répond sans hésiter : construire des maisons pour les Arméniens. Pendant ce temps, en Cilicie et dans toutes les régions d'Anatolie, l'administration kémaliste expulse les dernières communautés arméniennes cramponnées à leurs terres et toutes les institutions regroupant des Arméniens. De mars à septembre 1922, 11 000 orphelins sous la protection du Nearest Relief sont contraints de se réfugier en Syrie. Tandis que l'Anatolie se vide définitivement de sa population arménienne, les camps et les orphelinats de Syrie et du Liban ne cessent de s'agrandir. Le 13 septembre 1922, un nouveau front humanitaire s'ouvre à Smyrne. La grande cité grecque est en train de disparaître dans les flammes. Après avoir chassé l'armée d'occupation grecque des côtes d'Asie mineure, les kémalistes ont mis le feu au quartier arménien qui s'est rapidement étendu à toute la ville. Massés le long des quais,
200 000 chrétiens espèrent embarquer dans les navires alliés qui mouillent au large, mais un petit nombre seulement est accepté à bord. La flotte grecque reviendra finalement à Smyrne le 30 septembre et évacuera progressivement la population. L'homogénéisation ethnique de la nouvelle Turquie est entrée dans sa phase terminale. La Grèce se transforme en un immense camp de réfugiés. La SDN, le Nearest Relief, la Croix-Rouge américaine et plusieurs organisations britanniques viennent épauler des autorités grecques débordées. Sur les 500 000 réfugiés des régions occidentales d'Asie mineure, on compte 55 000 Arméniens. Pour leur venir en aide, l'Union lance une souscription mondiale. Les hôtels et les monuments historiques sont réquisitionnés par le gouvernement grec. Des terrains sont octroyés à 4 000 Arméniens pour leur permettre de bâtir leur propre maison. Mais une majorité de réfugiés s'abritent dans des camps de tentes montés à la hâte. Les épidémies et la malaria font des ravages. Pour enrayer le fléau, l'Union fonde 2 refuges dispensaires et envoie un délégué à Athènes coordonner l'assistance aux réfugiés. Après plusieurs semaines d'efforts, la situation sanitaire commence à s'améliorer. Mais la Grèce replonge vite dans le chaos. En marge de la conférence de Lausanne qui doit sceller une paix définitive en Orient, les autorités grecques et turques ont conclu un accord d'échange de population. 500 000 Turcs de Grèce sont transférés en Turquie, tandis que plus d'1 million de Grecs de Turquie arrivent en Grèce. Fin 1923, les populations chrétiennes multimillénaires d'Asie mineure ont pratiquement disparu de leurs territoires historiques. La signature du traité de Lausanne en juillet 1923 a définitivement enterré l'idée d'un foyer national arménien en Turquie. Le mouvement kémaliste a triomphé de tous ses adversaires et fondé une république d'où les derniers Arméniens sont méthodiquement expulsés. L'Union voit alors dans l'Arménie soviétique le seul territoire où regrouper les dizaines de milliers de réfugiés dispersés entre la Grèce, la Syrie, le Liban et la Palestine. Un accord de coopération entre l'Union et les autorités soviétiques est conclu, et en 1924, un premier convoi d'orphelins quitte la Palestine pour l'Arménie. L'année suivante, ce sont 4000 réfugiés de Grèce et de Constantinople qui sont rapatriés avec le soutien financier de l'Union. En 1926, l'organisation lance une nouvelle souscription mondiale dans l'espoir de concrétiser un ambitieux projet. La construction d'un grand village, capable d'accueillir plusieurs milliers de réfugiés. Il portera le nom de Nubar-Hachen, en hommage à son principal contributeur, Poros Nubar. Le 25 juin 1930, alors que les travaux de Nubar-Hachen sont sur le point de commencer, le président de l'Union s'éteint dans son appartement parisien. Une grande figure de la diplomatie et de l'action humanitaire arménienne disparaît. Avec son successeur Kalous Gulbenkian, la stratégie humanitaire de l'Union prend un tournant décisif. La nature même du régime soviétique, ses tentatives d'infiltration de la diaspora et sa gestion obscure des investissements financiers de l'Union conduisent le nouveau président à prendre ses distances avec Erevan. Au même moment, en Syrie et au Liban, les autorités françaises décident d'établir définitivement les réfugiés arméniens sur les territoires syriens et libanais pour renforcer le régime mandataire. Dans ce nouveau contexte, l'Union choisit de consacrer l'essentiel de ses efforts à la construction de lotissements en dur dans les villes et les villages du Proche-Orient. Mais les opérations de rapatriement en Arménie ne sont pas pour autant interrompues. Aram a maintenant 18 ans. Il vient de passer 3 ans à Chypre à l'Institut Melkonian, un établissement prestigieux fondé par l'Union en 1924. Comme bon nombre de ses compatriotes, Aram veut aller vivre en Arménie, là où les Arméniens ne forment ni une diaspora, ni une minorité, et prendre part à l'aventure soviétique. La veille de son départ, il écrit à Levon qui a émigré à Marseille et qu'il n'a plus revu depuis leur brève retrouvaille à l'orphelinat de Damas en 1919. Cher Levon, j'ai tant de fois pensé à vous ces dernières années et tant désiré vous écrire.
Je l'ai fait d'ailleurs, à plusieurs reprises, mais sans jamais parvenir à exprimer tout à fait ce que j'éprouvais. Ces lettres sont restées dans mon casier et sont désormais dans mes valises. Demain matin, je prends le bateau pour l'Arménie. La perspective de ce long voyage et de cette nouvelle vie a, je crois, libéré mon esprit. Je revois enfin l'interminable étendue du désert où nous avancions, mes parents et moi, sans savoir où nous allions. Je revois les gendarmes turcs qui sortaient brutalement les femmes de notre convoi, disparaissaient plusieurs minutes et revenaient, seuls. Et je me revois, tapi dans la masse opaque du convoi, et terrorisé à l'idée qu'ils prennent ma mère et l'expédient dans l'au-delà. Quand ils se sont approchés d'elle, mon père n'a pas eu le temps de bouger. Un sabre l'a tranché de part en part, et son sang est venu se loger dans ma bouche. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pu. Et plus tard, je n'ai pas pu parler non plus, pas même quand je vous ai vu, vous et vos camarades, dans le campement bédouin, pas même après, à l'orphelinat. Il a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois même. Je ne vous avais pas remercié à Damas d'être venu me chercher là où tant d'autres sont morts. J'étais déjà si heureux de vous revoir. Je vous remercie seulement maintenant, le cœur serré. J'espère que ce n'est pas trop tard. Ces 3 années passées à l'Institut Melkonian ont été les plus enrichissantes de ma vie. J'ai étudié avec application, j'ai appris la mécanique et l'ébénisterie, et j'ai rencontré tant de gens que je comprends et qui me comprennent. Nous sommes une 50aine à partir pour l'Arménie. J'ai entendu dire que la vie y était difficile, mais après mes études universitaires en architecture à Erevan, j'espère que je pourrai servir au mieux ma nouvelle patrie. Cher Levon, je crois que quelque chose me manquera toujours. Je ne sais pas où je suis né et quel visage avaient mes parents. Tout ceci a été emporté dans la catastrophe et, jusqu'à présent, je n'ai rencontré personne capable de m'aider à me souvenir. Transmettez mes meilleures pensées à toute votre famille, votre fils du désert, Aram. Tandis que pétri d'espoir, Aram vogue vers l'horizon soviétique, les milliers d'Arméniens réfugiés en Grèce vivent dans des conditions encore très précaires en ce début des années 30. Les baraquements qui ont succédé aux camps de tentes s'étendent à perte de vue à la périphérie d'Athènes et de Salonique. La crise économique que traverse le pays laisse de nombreuses familles sans ressources. Mais l'entraide et la solidarité permettent de faire face aux pénuries, de soulager les plus démunis et de surmonter les moments de désespoir. La communauté s'est réorganisée, en partie grâce à l'Union qui administre plusieurs écoles. Apprendre à lire, à écrire, à compter. L'Union a bien conscience que l'avenir de ces petits réfugiés dont les parents ont tout perdu se joue devant de vieux pupitres en bois et des instituteurs dévoués. Issus de familles apatrides, cette génération doit être préparée à affronter la vie et à s'émanciper, qu'elle soit amenée à rester en Grèce ou à partir. Dans les cours de récréation, la culture physique fait partie intégrante de cette reconstruction collective. Lorsqu'en 1931, le gouvernement grec décide de démolir les camps, l'Union organise le transfert de plusieurs milliers de réfugiés en Arménie soviétique. Mais depuis la nouvelle orientation prise par l'Union sous la présidence de Kalous Gulbenkian, le Caucase n'est plus l'unique destination des réfugiés arméniens. La France, qui a grand besoin de main-d'œuvre, accueille plusieurs centaines d'orphelins adultes dans ses usines et ses grandes exploitations agricoles. Le Brésil et l'Argentine lancent aussi des appels à l'immigration. Pour contenir cette nouvelle dispersion des réfugiés, l'Union finance la construction sur le sol grec de villages en dur qui offrent enfin aux Arméniens une qualité de vie plus décente. Un peu moins de 10 ans après leur arrivée, l'intégration des Arméniens dans la société grecque peut véritablement commencer. En février 1932,
Aram arrive à Beyrouth dans le plus grand dénuement après avoir traversé l'Iran, l'Irak et la Syrie. L'aventure soviétique aura duré moins de 2 ans. Envoyé à l'usine dès son arrivée en Arménie, il n'a jamais pu mettre les pieds à l'université. Mais ce n'est qu'après l'arrestation arbitraire de plusieurs de ses camarades, dans un climat de suspicion de plus en plus pesant, qu'Aram a préféré fuir le pays. Profondément marqué par cette expérience, le jeune homme n'a pourtant pas perdu tout espoir de trouver sa place quelque part, au Liban ou ailleurs. En fait, Aram n'hésite pas longtemps. À Beyrouth, il retrouve un environnement familier dans lequel il se sent bien. Si la vie reste difficile pour les réfugiés, il n'y a ni surveillance ni contrôle idéologique. Les partis arméniens se sont réorganisés et la pluralité politique est respectée. Surtout, la situation des réfugiés a évolué. Sous l'impulsion du régime mandataire, les camps sont en train de disparaître. Dans le secteur de l'orphelinat où il a passé 4 ans de sa vie, Aram constate avec bonheur qu'un nouveau quartier a été construit. À la périphérie de Beyrouth, à Bourchamoud, une ville entièrement arménienne émerge progressivement des marais. Le phénomène est identique dans toute la Syrie. À Alep, Damas, Alexandrette et la Haute Jazira, des quartiers urbains sont érigés pour loger les Arméniens. Pour Aram, ce monde qui change porte la promesse d'une vie nouvelle et stable, loin des violences et des exodes perpétuels. Grâce à une aide de l'Union, Aram s'installe à Bourchamoud et s'inscrit à l'université américaine. Il peut enfin entamer ses études d'architecture. Il n'a aucun mal à trouver un emploi, tant les chantiers sont nombreux. 2 quartiers supplémentaires sont en cours de construction à Bourchamoud, Parechen et Gulabachen. Ils sont presque entièrement financés par l'Union, qui contribue pleinement à l'installation définitive des Arméniens sur les territoires syriens et libanais. Le jour, Aram suit assidûment les cours à l'université. Le soir, il est maçon à Gulabachen. Ses nuits sont courtes, mais son espoir immense. En Arménie soviétique, le soutien de l'Union à la politique des autorités françaises en Syrie et au Liban avait été très mal reçu. L'organisation s'était vite retrouvée accusée par Erevan d'empêcher la masse ouvrière arménienne d'émigrer en Arménie et de servir les intérêts de l'impérialisme français en créant un foyer arménien en territoire syrien. Les rapatriements s'étaient poursuivis et le village de Nubarachen commençait à prendre forme. Mais progressivement, le régime soviétique se durcit sous le poids de l'idéologie stalinienne et le mécontentement des rapatriés grandit. Pour éviter la propagation de leur état d'esprit rebelle sur la population locale, les autorités soviétiques décident de limiter le nombre des nouveaux arrivants. Puis tout s'accélère. En 1936, alors qu'un dernier bateau quitte Marseille pour l'Arménie soviétique, les premières vagues de purge stalinienne s'abattent sur la petite république du Caucase.